plus il y a de conflits entre les parents, avant le divorce mais aussi après, plus l'enfant va souffrir. Parce que chaque attaque contre un parent est une attaque contre lui-même. Le rôle des adultes, c'est quand même de protéger les enfants, y compris contre eux-mêmes. Quand il y a un divorce, eh bien, les enfants sont en général malheureux. Le pédopsychiatre, c'est le seul médecin spécialiste de la santé mentale des enfants. Docteur Stéphane Clerget, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir dans mon podcast parler des enfants et des adolescents. Vous êtes pédopsychiatre. Oui. Et vous êtes aussi auteur de livres Oui. qui peuvent éclairer effectivement les parents sur des thèmes que vous avez abordés au cours de ces dernières années, plus précisément. Alors tout d'abord, j'aurais souhaité, avant de vous laisser la parole, en quoi consiste le métier de pédopsychiatre ? Est-il très différent d'un psychologue, très différent d'un médecin, pour que les personnes qui viennent vers vous puissent identifier la différence ? Alors le pédopsychiatre, c'est le seul médecin spécialiste de la santé mentale des enfants. Donc, il a fait des études de médecine, il est médecin, il s'est spécialisé en psychiatrie adulte, et ensuite, il a une spécialisation complémentaire en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc, c'est une spécialité assez récente. Elle se différencie des psychologues parce que il est médecin, donc il peut poser un diagnostic médical, prescrire éventuellement des médicaments, éliminer des pathologies physiques qui peuvent expliquer parfois des troubles psy, si le médecin généraliste ne l'a pas fait. Voilà, mais on travaille en bonne collaboration avec les psychologues qui font des bilans psychologiques, qui font des psychothérapies, c'est-à-dire des soins non médicamenteux par la parole ou par des activités pratiques. Et le médecin généraliste oriente vers un psychologue ou vers un pédopsychiatre après avoir fait un bilan physique et éliminé des pathologies physiques. Alors, lorsqu'on est parent, quand doit-on s'alerter ? Et quels sont les premiers signes qui font que ressentir que l'enfant ne va pas bien, en tous les cas va moins bien qu'il ne l'était, et l'amener vers vous ? Parce que ça peut commencer très tôt, j'imagine. Oui, ça peut commencer tôt et on peut, en tant que parent, parfois se fier à son intuition. Mais il y a aussi des facteurs objectifs où on voit, par exemple, un enfant qui travaillait bien à l'école, qui se met à avoir des résultats scolaires qui baissent, par exemple. Un enfant qui avait un rythme de vie à peu près cohérent, qui se met à changer de rythme, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à s'endormir, ou alors qui n'a plus faim, ou alors qui mange beaucoup trop, ou qui ne joue plus. Ou on peut lire aussi sur ses émotions. Un enfant qui était joyeux, qui se met à être triste. Un enfant qui jusqu'alors tolérait la frustration, qui ne la tolère plus. Donc c'est souvent lié à des changements d'attitude, de comportement, de propos. Donc c'est souvent des ruptures face à une espèce de continuité émotionnelle ou comportementale. Et puis, parfois, quand c'est des enfants très jeunes, c'est un enfant qui ne se développe pas au même rythme que les autres enfants de son âge. Et c'est vrai que souvent les parents, à raison d'ailleurs, comparent avec d'autres enfants pour voir si leur enfant grandit, se développe normalement, parce qu'il y a parfois des retards de développement. Ça aussi, c'est le travail du pédopsychiatre que de le repérer et d'en comprendre la cause et de proposer une prise en charge. Alors, moi, ce qui m'intéresse précisément, en tant qu'avocate, ce sont les situations lors de séparation et les situations conflictuelles, où je me rends compte que les enfants, lorsqu'il y a un conflit, ne savent plus où ils en sont, ne savent plus s'ils aiment papa, s'ils aiment maman, ou s'ils aiment les deux, et souvent font un choix. Font un choix et se tournent vers le parent auquel on pensait le moins. C'est-à-dire que mes clientes, souvent j'ai des femmes qui me disent « je ne comprends pas parce que nous avions un rapport extrêmement fusionnel et en quelque temps, ça s'est complètement dégradé. Aujourd'hui, il refuse de me voir, il refuse de me parler.
Alors je parle surtout des enfants qui commencent à atteindre l'adolescence, vers 13-14 ans, où ils tournent le dos complètement, souvent à la mère, et veulent vivre avec le même sexe qu'eux, en quelque sorte, le père. Oui. Mais vous avez raison de parler des séparations parce que c'est devenu tellement banal qu'on en oublie la souffrance des enfants. C'est vrai que c'est banal, il n'y a plus un regard honteux de la société, on ne pointe plus du doigt les parents divorcés ou les enfants de parents divorcés, mais on oublie que les enfants souffrent. Et quand il y a un divorce, eh bien, les enfants sont en général malheureux, d'autant plus qu'évidemment, il y a des conflits. Et plus il y a de conflits entre les parents, avant le divorce, mais aussi après, plus l'enfant va souffrir. Parce que chaque attaque contre un parent est une attaque contre lui-même. L'enfant a pris modèle sur ses deux parents. Et quand ses parents s'attaquent mutuellement, eh bien, il ressent la douleur. Alors oui, vous avez raison de pointer qu'il y a parfois des choix et l'enfant se sent un peu dans ce duel contraint de prendre position et de faire alliance avec un parent ou avec l'autre. Mais parfois, faire le choix d'un parent, c'est pas forcément faire le choix du parent qu'on préfère. C'est souvent faire le choix du parent qu'on juge le plus faible, comme s'il avait besoin d'être soutenu. Qu'on juge le plus faible quand on est enfant, à tort ou à raison, mais on se sent plus fragile. Et ça peut être effectivement le père, parce que la mère, on la sent plus solide, elle a été plus présente. Le père, on peut le sentir par exemple plus fragile, et donc on va le soutenir. On se dit, de toute façon, ma mère, je la perdrai jamais, elle sera toujours là, elle a toujours compté. Mon père, il est plus fragile. Et puis, on fait aussi le choix du parent plus susceptible de partir. On est souvent plus sûr de la mère que du père. Et on se dit, le père peut s'éloigner. Donc, faut que je m'attache davantage à lui. C'est celui que je peux perdre. C'est important ce que vous dites pour l'ensemble de ces personnes qui souffrent de voir partir leur enfant. En fait, quelque part, elles peuvent le retrouver. Il y a quand même une notion d'espoir, selon vous, elles le retrouvent, parce qu'elles pensent qu'elles l'ont perdu à jamais. Oui, à tort. La solution, en tout cas, si on veut le récupérer, c'est se retenir de critiquer le père, même si on n'en pense pas moins. D'accord. Mais sinon, c'est des arguments pour le garçon, puisque vous parliez de l'enfant du même sexe que le père, pour le garçon, pour rester avec le père. Mais on a souvent ces situations-là quand le garçon a été surtout élevé par sa mère, parce qu'il y a quand même des familles où c'est encore vrai. J'ai remarqué ça. C'est la maman qui s'occupe des enfants, le père qui est jamais là. Et puis au moment de l'adolescence, les parents vont se séparer. C'est pas un hasard d'ailleurs. L'adolescence, c'est un moment de fragilité pour les parents. Ils veulent revivre leur propre adolescence. Et là, le garçon se dit, oh là là, j'ai été dans le cocon de ma maman. Pour grandir, il faut que j'aille du côté des hommes, et donc, a priori, du côté du père. Mais c'est très intéressant parce que ça va éclaircir beaucoup de choses pour des femmes en souffrance qui voient partir leur fils. De la même manière, il peut très bien y avoir une fille qui veut rester avec la mère ou avec le père. Enfin, je veux dire, chaque cas est différent. En tous les cas, ils veulent aussi maintenant, ces enfants, dans les procédures judiciaires, souvent, alors je ne sais pas si c'est sous l'influence de la mère ou du père, être auditionnés. C'est-à-dire qu'ils veulent participer, ils veulent être entendus par le juge. Alors, dès un âge pas très âgé, vers 8 ans, 9 ans, ils veulent déjà parler au juge. Et ils veulent écrire la petite lettre qui leur permet de parler au juge. Alors, est-ce que vous pensez que c'est spontané ? Est-ce que voilà, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, ça témoigne d'une évolution de la société où l'enfant est de plus en plus au centre de la famille, on le parentifie, on l'écoute comme on écoute un adulte, et c'est un peu l'éducation actuelle, et là-dessus, il y a des changements par rapport à il y a 20 ans. Il y a des choses positives, on est à l'écoute de l'enfant, de ses émotions, de ses ressentis. Il y a des choses peut-être un peu négatives où on en fait trop un adulte. Et du coup, ça génère des souffrances chez lui parce qu'il porte des choses qu'il ne devrait pas porter. Mettre l'enfant de côté en disant, écoute, ça c'est des affaires de grands, c'est aussi pour le protéger, l'enfant. C'est aussi pour qu'il ne porte pas, alors qu'il a une maturité d'enfant, des choses d'adulte. Mais de plus en plus, on le tient au courant des problèmes, on lui fait lire les procès-verbaux écrits par les avocats, on l'implique trop dans les affaires d'adultes. Et ça, c'est dommageable. Et puis l'éducation qu'on leur donne aussi, même à l'école,
l'école, hein, on parle des droits de l'enfant, on leur explique, le juge, etc. Ce qui n'empêche pas beaucoup de choses à l'école. Notamment, je pense au harcèlement. Bien sûr. On s'occupe des enfants, mais pas si bien que ça, puisque le harcèlement existe. On n'arrive pas à l'interrompre à temps, et ça cause des dégâts énormes. Oui. Et les enfants, finalement, on voit que parfois, ça peut arriver à des drames. Mais plus on veut en faire des adultes, moins on va les protéger, puisqu'on considère qu'ils peuvent se protéger eux-mêmes. Alors que le rôle des adultes, c'est quand même de protéger les enfants, y compris contre eux-mêmes. Donc, oui, c'est impliquer trop l'enfant dans la séparation, ça peut être dans dommageable. La procédure aussi, parce que les parents, certains parents, comme vous le disiez, donnent la procédure carrément en disant voilà ce que ta mère a produit comme pièce. Voilà. Donc ça, c'est pas... Alors, je crois qu'en fait... Chacun doit garder sa place. Oui. L'enfant doit avoir la sienne et les parents. Mais je crois qu'il y a une confusion actuellement où les parents peut-être ont resté un peu enfants. D'une certaine manière, vous avez raison. Oui. C'est une déresponsabilisation de trop responsabiliser son enfant. Mais peut-être qu'on infantilise trop aussi les parents. Peut-être que l'État intervient trop dans les affaires familiales. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais le parent, de plus en plus, se sent un peu dépossédé de ses droits de parent. Oui, parce que c'est le droit de l'enfant de pouvoir parler au juge aussi. Voilà. Il faut leur dire quand il y a une procédure. Il faut dire à l'enfant mineur qu'il a le droit de s'exprimer. Voilà. Donc, à partir du moment où on lui dit, il va dire oui, souvent. Oui, voilà. Et puis les juges ne sont pas forcément compétents vraiment pour appréhender la parole d'un enfant, comprendre que l'enfant peut fabuler, peut mentir, peut ne pas forcément dire ce qu'il est. Il n'a évidemment pas non plus un raisonnement adulte, hein, donc il faut être très prudent aussi. Il faut être capable d'accueillir la parole d'un enfant. Donc pourquoi pas écouter l'enfant, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument suivre la vie de l'enfant. C'est d'abord aux adultes de s'entendre. S'ils n'y parviennent pas au juge, l'enfant peut être évidemment écouté, mais ce n'est pas l'enfant qui décide. Sinon, il serait adulte s'il était capable de décider tout pour lui. Alors, il y a le problème devant les juges qui ne savent pas forcément toujours les écouter ou bien les écouter. Il y a aussi le problème, ça c'est pour le juge aux affaires familiales, mais après, il y a le juge des enfants qui, normalement, est spécialisé dans la défense ou dans l'intérêt de l'enfant, pour assurer la défense de l'intérêt de l'enfant. Et malgré tout, il y a parfois des choses qui sont incompréhensibles. L'enfant va se retrouver en foyer du jour au lendemain, de manière arbitraire, souvent pas forcément justifiée. Et ça va être une autre difficulté pour l'enfant qui va se trouver déraciné. Et finalement... entouré de personnes qui ne sont pas forcément toujours capables. Certaines le sont, mais pas toujours. Et ça va le détruire encore plus, j'imagine. Oui, tout à fait. Enfin, juge pour enfants, il est un peu comme les autres juges, j'imagine. Il doit être débordé et puis pas forcément grandement formé à la psychologie de l'enfant. Il est formé au droit qui concerne les mineurs, mais pas forcément à la psychologie de l'enfant. Donc, c'est un métier lourd de responsabilité. Et évidemment, il y a parfois des décisions qui sont prises... qui surprennent en tout cas, et qui ne sont pas toujours favorables à l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Alors cet enfant d'aujourd'hui, il est différent de celui d'il y a 20 ans ? Oh oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous ressentez les choses par rapport à votre expérience d'il y a quelques années ? Il est déjà plus au centre de la vie familiale, encore une fois, pour le pire et le meilleur. Il va plus mal, il va mieux, il est comment ? Ça va. Il y a des choses qui vont mieux, il y a des choses qui vont moins bien. Les questions identitaires se posent plus aujourd'hui. Il est moins sûr de son identité. Il est beaucoup plus sensible. Il exprime beaucoup plus ses émotions. Mais il est beaucoup moins attentif, il a beaucoup plus de mal à se concentrer sur le temps long, il a beaucoup de mal à rester en place, à s'ennuyer, à imaginer, il faut qu'il soit tout le temps dans l'action, tout le temps. Il est beaucoup plus pris par ses émotions. On parle beaucoup des émotions aujourd'hui, c'est très bien, on écoute, dis-moi tes émotions, etc. Mais du coup, on est trop centré là-dessus, presque plus que sur le raisonnement et surtout sur le long terme. Et donc, on a des enfants, de plus en plus d'enfants dits hyperactifs, d'enfants dits TDA, avec du mal à se concentrer. Ils arrivent plus à entrer dans un livre. Faut que ça aille vite, ils s'ennuient vite. Et donc ça c'est préjudiciable. Ça les rend très vigilants.
très avides de rencontres, d'actions, de nouvelles choses, mais ils s'inscrivent beaucoup moins dans la durée, ils sont beaucoup moins persévérants. Donc ça, c'est une évolution plutôt délétère. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux, les écrans, tout ça favorise, hein. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont sur les écrans, les parents aussi, et c'est un mauvais modèle pour les enfants, évidemment. Il y a beaucoup aussi la réussite qui est demandée par les parents, en fait, la réussite scolaire. Oui, alors on dit beaucoup que la pression scolaire serait plus importante qu'à 20 ans. Oui. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, elle l'était quand même, hein. Donc, je sais que le discours actuel est de dire que la pression est plus forte. Je ne sais pas. Elle l'était. Alors, peut-être ce qui différencie aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, on a moins d'enfants. Donc forcément, la pression, elle est sur un enfant et non plus sur 3 ou 4. Quand on avait 3 ou 4, on acceptait qu'il y en a un qui avait envie de devenir artiste parce qu'il y en avait 3 qui allaient être ingénieur. Là, aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Donc oui, de ce point de vue-là, la pression est plus forte. Et l'angoisse de l'avenir chez les parents est plus forte. Parce que d'accord. Et chez l'enfant aussi. Eh bien, de fait, chez l'enfant. Oui, si elle est présente chez les parents, elle est transmise à l'enfant. Et l'enfant arrive à s'y retrouver dans tout ce qui lui est offert ou ce qui lui est proposé. Non, l'angoisse est mauvaise conseillère en général. Hein, donc ça crée du stress. Plus qu'avant pour l'enfant. Oui, d'accord. Oui, donc non. Alors justement, quand on connaît l'importance de l'enfance, des fondations de l'enfance dans l'avenir d'adulte, dans la vie d'adulte, déjà, les parents vont pas très bien actuellement parce qu'il y a énormément de divorces, il y a énormément de conflits, il y a énormément moi, je m'occupe vraiment que de divorces conflictuels et tout. J'ai le sentiment que ça remonte à l'enfance, tout ce qui se passe dans la vie d'adulte, dans la vie de couple. Et on se dit, qu'est-ce que ça va donner ? Puisque vous avez raison, c'est important que les adultes, quand ils sont comme ça dans des situations de conflit dans leur couple, essaient de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et eux, à quoi ils ont assisté quand ils étaient enfants dans les relations entre leurs parents. Est-ce qu'ils règlent avec leur mari ou leur femme des choses qui n'ont pas pu se régler enfant avec les parents. C'est intéressant aussi à l'occasion d'une séparation de se questionner sur son histoire. Mais le plus important, c'est aussi de mettre ses enfants à l'abri de ça. Parce qu'effectivement, on peut avoir des problèmes. Mais en tout cas, le temps qu'on passe avec son enfant, on essaie de les mettre de côté. Il faut être capable aussi. Il faut être capable, mais il faut en avoir la volonté. La volonté de se faire aider, éventuellement. De se faire aider si nécessaire. Et accepter de s'accorder du temps sans stress. C'est-à-dire qu'on peut aussi être avec son enfant bien, tranquille, et pas toujours stressé pour savoir qu'est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a fait ses devoirs, est-ce qu'il est bien habillé, est-ce qu'il s'est bien brossé les dents. Tout ça, c'est important, le cadre. Prendre le temps de la paresse, du silence. Voilà, c'est aussi passer un peu du bon temps ensemble et rigoler aussi. C'est important de rigoler avec son enfant. Et lorsque vous consultez, lorsque les parents viennent avec l'enfant, vous les voyez seuls, les enfants, ou en présence des parents? Quelle est votre pratique? Qu'est-ce que vous conseillez? Les parents, mais j'explique aux parents que l'enfant sera là. Donc, si c'est des choses confidentielles, il faut qu'ils viennent sans l'enfant. Et eux, ils m'expliquent un peu le cadre, leur histoire personnelle, les secrets de famille qu'ils ne veulent pas dire devant l'enfant. Eux, ce qu'ils observent chez l'enfant, ce qui les inquiète. Et puis après, je vois l'enfant individuellement et j'écoute lui ce qui le préoccupe. C'est parfois pas du tout les mêmes choses, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire, les parents peuvent s'inquiéter pour un truc et l'enfant, lui, s'inquiète pour autre chose. Et il y a des rapports parce que finalement, pourquoi l'enfant s'inquiète donnent des symptômes que les parents ont repérés. Donc, c'est un travail avec les deux. Plus l'enfant est jeune, évidemment, plus on travaille avec les parents parce que plus l'enfant est jeune, plus il est sensible à l'environnement familial. Les jeunes, c'est à partir de quel âge? Les nourrissons. Des nourrissons? Les nourrissons, forcément, on les voit avec les parents. Les nourrissons, c'est des choses physiques. Hein. Un nourrisson qui ne dort pas, qui a tout le temps des colites. Un nourrisson qui a de l'eczéma. Un nourrisson qui a un retard de croissance. Bien sûr, ça peut être des choses physiques, mais ça peut être aussi des facteurs psychologiques, parce que vous l'avez dit, l'enfant capte le stress des parents. Donc, en fait, c'est un travail avec les parents. C'est très compliqué lorsqu'ils ont des parents qui sont en conflit judiciaire pendant des années. Oui, c'est compliqué. Et qu'ils font à nouveau une vie avec un autre compagnon, une autre compagne, que tout ça, il faut l'admettre, le digérer. Il y a d'autres enfants qui vont arriver. C'est difficile quand même pour un enfant qui vit tout ça sur un temps qui n'est pas forcément très long.
il faut des capacités d'adaptation. Voilà, donc il y a une sœur, une nouvelle sœur d'un côté, un nouveau frère de l'autre. Et à la fois, tout ça, ça peut être des nouvelles chances. Parce qu'on reparle de remariage. L'intérêt du remariage, c'est quand même que les parents trouvent la joie et le bien-être. D'accord. Et quand les parents ont joie et bien-être, les enfants sont rassurés, ils vont mieux. Ce qui n'empêche pas quand même les conflits. Dans les cas que je traite. Oui. Ça ne veut pas dire parce qu'on est marié, parce qu'on a d'autres enfants, que tout va bien dans le meilleur des mondes. L'enfant est toujours transporté. Les passages de bras se font de manière incroyable devant un commissariat parce qu'on a peur de l'autre terrible. Encore. Voilà. Donc il y a encore une forme de maltraitance, malheureusement. C'est une forme de maltraitance, vous êtes d'accord. Je vous rejoins complètement. Et l'enfant vit ça. Et comment peut-il se sortir de tout ça si les parents ne font pas un effort? C'est impossible. C'est très difficile, ça laisse des traces, ça donne à l'enfant le sentiment que les adultes ne sont pas fiables, que les histoires d'amour, c'est bullshit, que eux-mêmes comptent pas beaucoup puisque les parents, à ses yeux, ne font pas suffisamment d'efforts, donc ça leur donne une mauvaise estime d'eux-mêmes. Chez certains, ceux qui s'en tirent, c'est ceux qui, justement, se maturent très vite. Et du coup, deviennent vite autonomes et apprennent à régler leurs affaires sans se reposer trop sur les parents. Mais donc, tout le monde, tous n'ont pas la même capacité de maturer très vite, ou certains font leurs études à fond, se réfugient dans les études, ou se réfugient dans les copains, ou à l'inverse vont faire des bêtises, ou subissent des mauvaises influences. Voilà. Pour aussi attirer l'attention des parents sur eux. C'est ça. C'est pas rare que certains enfants de parents divorcés à l'adolescence se mettent à faire n'importe quoi pour que les parents s'inquiètent et viennent ensemble consulter. Et c'est un moyen inconscient, évidemment, de réunir ses parents. Ça, on voit ça pas mal en consultation. Et vous retrouvez le dialogue entre les parents à ce moment-là, même quand ils sont... autour de leurs problèmes. D'accord, voilà. Entendu. Il faut en profiter. Et puis, aujourd'hui, les adolescents, il y a aussi un autre problème. Il y a beaucoup de problèmes de drogue, d'alcoolisme. Quand ils vont pas bien, ils se réfugient aussi... de cette manière pour un peu oublier, j'imagine. Et ça aussi, c'est un grave problème en ce moment. Ça, c'est un problème de santé publique croissant. Alors, moins l'alcool qui est plutôt stationnaire, voire un peu en baisse, sauf chez les filles, que les drogues. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle drogue qui sort. Et une espèce de banalisation. Et puis bon, il y a tout le travail du narcotrafic. Ils sont quand même très doués pour proposer des drogues à nos ados. Et oui, c'est un vrai problème de santé publique dont on n'en a pas forcément conscience, mais énormément d'adolescents et dans tous les milieux se consomment des drogues de plus en plus tôt. Et ça, c'est évidemment dramatique, parce que ça porte atteinte au développement du cerveau, ça fait des ravages. Il y a des conséquences. Pour vous, c'est indéniable. Terrible. Parce qu'on dit souvent, le cannabis, c'est rien. Non, c'est terrible, parce que d'abord, c'est des doses de plus en plus importantes, ça favorise l'entrée dans la schizophrénie, ça favorise ensuite, c'est une réalité, ça pousse ensuite à tester d'autres drogues, ça entraîne des troubles de la concentration, des difficultés scolaires, des problèmes relationnels, des relations sexuelles non consenties. Il y a aussi une banalisation des rapports sexuels, du sexe aussi, j'ai l'impression, maintenant. Il y a des discours un peu différents. Banalisation et à la fois, quand même, il y a tout un travail qui a été fait sur le consentement et qui commence à porter ses fruits. Maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux dans le regard que posent les jeunes filles sur leur corps. Et les jeunes garçons et les garçons aussi. Donc, non, les choses là-dessus, sur le plan sexuel, il y a évidemment... Donc, vous trouvez que il y a quand même des informations qui leur ont été données, qui sont utiles? Oui, tout à fait, oui. Où c'est plus difficile pour eux à gérer, c'est les affaires sentimentales. Comment supporter une rupture amoureuse, comment supporter la jalousie, comment supporter l'infidélité. Parce qu'il y a une banalisation aussi de la part des jeunes. Ils sont avec quelqu'un et puis une semaine après, peut-être avec un autre. Donc l'autre souffre. Les parents ne sont pas très fiables non plus sur ce terrain-là. Et à la fois, ils en souffrent. Donc, il y a aussi une autorisation par les parents. Qui accueillent les petits copains, les petites copines de manière plus facile qu'avant aussi.
oui, sans doute plus facile qu'avant, mais à la fois, et à l'autre extrême, il y a aussi beaucoup d'interdits. Moi, j'ai en consultation des jeunes gens, des jeunes filles de milieux pas du tout défavorisés, mais où des questions religieuses se posent. Ah non, tu ne sortiras pas avec un tel parce qu'il a telle religion. D'accord, oui, ça j'entends aussi. Alors j'entends aussi... Mais c'est très violent, je te déshérite, tu n'as plus le droit de sortir. Enfin, c'est ça. En même temps, les mariages ne marchent pas mieux pour autant. Non, ça, je peux vous le garantir, puisque je reçois des personnes de même confession, voilà, qui ont vraiment des soucis aussi, de la même manière que s'ils étaient à l'autre bout d'une planète l'un et l'autre, ça ne veut rien dire. Même culture, même éducation, il y a quand même des gros soucis, parfois très inattendus d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, parce que c'était une garantie au départ. C'était une garantie et ça ne l'est évidemment plus. Oui. Mais Roméo et Juliette est toujours d'actualité. Donc les enfants, effectivement, se retrouvent au sein de conflits et ça m'attriste toujours parce que je les vois mal. Je les vois mal quand ils affrontent, parce qu'il y a les enquêtes sociales, évidemment, parce que quand le juge des enfants est saisi, il y a le parcours du combattant pour eux, parce que parfois la mère porte plainte aussi pour eux, parce qu'il y a des attouchements qui ont été émis par l'enfant. Ça aussi, c'est un gros problème maintenant, de savoir si il dit vrai, il dit pas vrai, où ça commence, où ça s'arrête, parce que j'ai dans mes dossiers beaucoup de mères qui me disent que les enfants ont parlé, que papa a fait ça, et puis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, donc il faut aller porter plainte. L'enfant est entendu par des brigadiers de police. Donc tout ça les déroute, j'imagine. Oui, alors dans la brigade des mineurs, ils font un peu attention. C'est-à-dire qu'ils filment une fois, comme ça, il n'y a pas besoin de réinterroger plusieurs fois. Ça, je sais. Mais en même temps, il s'avère que parfois l'enfant, c'est flou ce qu'il dit. C'est flou ce qu'il a vu ou ce qu'il a constaté parce qu'il était petit. Et puis à un autre moment, il dit oui, non, mais c'était pas lui, c'était un autre. C'est très... Ah oui, la parole des enfants est compliquée à accueillir. La parole de l'enfant, on nous a dit qu'il fallait l'écouter, mais en même temps, c'est très compliqué. Maintenant, de moins en moins, on lui fait confiance, j'ai remarqué. En tous les cas... Il faut l'écouter et la traduire en fonction du contexte. C'est ça. La brigade des mineurs, effectivement, est très attentive à tout ça. Oui, ils sont assez compétents en règle générale. Ils sont assez compétents, absolument, parce qu'il y a des protocoles particuliers, etc., pour l'entendre. Ils ont une certaine expérience. Mais l'enfant, au milieu de tout ça, est-ce qu'il s'en sort une fois qu'il y a eu toutes ces procédures lourdes, compliquées, où il a fallu qu'il s'exprime, où il a fallu qu'il parle, où il a fallu qu'il parle de son intimité? Comment faire après pour lui? C'est bien qu'il puisse être ensuite aidé, suivi, parce que ça laisse évidemment des traces. Oui. Après, il ne sait plus vraiment lui-même si ce qu'il a dit est vrai ou faux. C'est ça. Et parfois, il se construit des faux souvenirs. Il peut se sentir coupable vis-à-vis de tel ou tel parent. Donc, ça laisse des traces qui, parfois, réapparaissent au moment de l'adolescence. Ils peuvent entraîner des troubles des années plus tard. Alors, par exemple, c'est-à-dire qu'il va se heurter après aux parents, il va être en conflit avec eux. D'abord en conflit avec lui-même aussi. Avec lui-même, d'accord. Se sentir mal. D'accord. Il peut se faire mal, il peut se faire du mal, il peut laisser ses études, il peut, voilà. Oui, avoir des conduites à risque, s'automutiler. Il y a parfois des choses comme ça, quand c'est des choses aussi graves, aussi traumatisantes, ça semble étouffer et puis après ça rebondit au moment de l'adolescence. Oui. Je comprends. Est-ce que vous avez un regard différent? Est-ce qu'il faut faire plus attention aux enfants maintenant? Est-ce que vous, quel est votre regard par rapport à la jeunesse, à l'adolescence? Il faut être encore plus prudent qu'avant? Il faut surtout être présent physiquement. D'accord. Faire des choses avec son enfant, faire des loisirs avec son enfant. Il ne faut pas laisser son enfant trop devant les écrans parce que c'est du temps perdu pour son développement. Il ne faut pas laisser l'enfant décider de tout. Il faut avoir un projet pour son enfant et prendre des décisions. Il ne faut pas avoir peur de frustrer son enfant quand on sait que c'est pour son bien et qu'il doit se coucher tôt. Il faut réfléchir, évidemment, à l'éducation qu'on veut lui donner. Donc, il y a des livres pour ça, on en discute. On n'a pas la vérité.
Mais c'est bien aussi de prendre des décisions. Trop de parents sont trop flous, trop indécis. Et du coup, c'est assez angoissant pour l'enfant parce qu'il a l'impression de ne pas être vraiment contenu par ses parents. Vous parliez des parents séparés. Les parents séparés ont chacun leur principe éducatif. C'est comme ça, c'est pas forcément gênant. Il y a les règles chez maman, les règles chez papa, mais que chaque parent soit le plus présent possible, sans maltraitance. Mais en étant quand même clair sur les règles, sur à condition qu'on ait les mêmes règles. Parce que souvent, moi je vois dans les 2 foyers différents, l'un est permissif, l'autre ne l'est pas. Mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Nous, on a, avec son enfant, il y a les règles chez maman, les règles chez papa. Mais de toute façon, les règles changent d'un endroit à l'autre. À l'école, c'est pas les mêmes règles. Ce qui, normalement, devrait être commun partout, c'est les lois. Tu dois pas taper. Il y a quand même des grands principes. En général, même les parents laxistes font respecter les lois essentielles. Mais après, les règles, non, ça peut varier. L'enfant s'adapte. Il voit que dans tel endroit, c'est telle règle. Et c'est comme ça. Mais... De toute façon, même quand les 2 parents sont ensemble, ils n'ont pas forcément les mêmes règles, mais il y a un parent dominant qui impose ses règles. Alors, l'enfant a tendance à aller là où on permet plus. On achète le téléphone, dernier cri, où on permet... C'est très bien dans un couple qu'il y a un leader, qu'il y a un parent qui impose à l'autre. Donc... Oui, mais... Il n'y a qu'une règle, c'est celle du parent leader. Oui, il y a un parent leader. Après, ça dépend des domaines. Il y a le parent leader pour ce qui est de tel domaine. Par exemple, pour le scolaire, il y a le parent qui va gérer l'école. Ah oui, c'est moi qui faut regarder. Il y a le parent qui va gérer l'école. Après, il peut y avoir le parent leader pour ce qui est de la nourriture. Mais il y a quand même des questions de personnalité. Donc, il y a quand même un parent qui peut avoir une personnalité plus forte et qui impose les règles éducatives à la maison, quoi. Donc oui, en règle générale, c'est ça. Il y a parfois des couples équilibrés, heureusement, mais c'est, de mon expérience, pas le cas le plus fréquent. D'accord. Alors, y a-t-il une bonne façon pour annoncer, en tous les cas, de manière calme, de manière posée, de manière à ce que l'enfant puisse réagir tranquillement à l'annonce d'un divorce entre les parents? Comment peut-on... Alors, l'idéal, c'est de le faire de concert, c'est-à-dire que les 2 parents soient présents, si c'est possible, de le faire dans un moment calme, plutôt en début d'après-midi, et en ayant réuni toute la fratrie. Et on annonce qu'on se sépare en tant que mari et femme, qu'on reste ensemble en tant que parents, mais qu'on se sépare entre mari et femme, et qu'on n'est plus assez amoureux l'un de l'autre pour rester ensemble, ou alors qu'on a décidé, pour mieux s'entendre, de vivre chacun dans son appartement. Mais on reste ensemble en tant que parents. Et ensuite, on peut reprendre individuellement avec chaque enfant selon les questions propres à l'enfant. L'idée, c'est pas forcément de vouloir tout dire en une fois. Il y a une première annonce, puis après, on revient dessus, parce que l'enfant va pas forcément poser des questions tout de suite. Soit il va rester sidéré, soit il va se mettre à pleurer. Il va pas y avoir immédiatement... ils vont pas forcément intégrer l'information immédiatement. Donc ça peut se faire en plusieurs temps. Et la grande idée, c'est quand même de leur annoncer pas trop longtemps avant de ne plus habiter sous le même toit. Parce que pour l'enfant, ce qui compte, c'est que les parents n'habitent plus sous le même toit. S'ils ne sont plus amoureux, s'ils ne dorment pas dans le même lit, mais qu'ils vivent dans le même toit, pour l'enfant, ça va. Pour lui, ce n'est pas une séparation, surtout s'il n'y a pas de dispute. Il faut que les choses soient extrêmement claires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On continue à se disputer. Ce qui fait souffrir de façon l'enfant, c'est plus les disputes que stricto sensu la séparation. Donc 1 mois avant de ne plus habiter sous le même toit, on peut commencer à leur annoncer. Mais trop longtemps avant, non, parce que l'enfant va être angoissé à l'idée « Oh là, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont plus habiter ensemble? Ça va être la fin du monde. » Donc il va stresser jusqu'au moment où chacun habitera chez lui. Et alors, la grande idée maintenant, c'est d'avoir une résidence alternée. Oui. Tout le monde se bat pour avoir la résidence alternée. Pas tout le monde, mais... Alors, en tous les cas, les pères, dans les cas conflictuels, souvent les pères veulent pour le moins la résidence alternée, ou sinon la résidence principale, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était la mère qui avait l'enfant, voilà, et il y avait un droit de visite classique. Et aujourd'hui... justement, il y a des conflits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces qui restent contentieux sur ce point. Ils veulent la garde
alterner systématiquement. Oui. Alors... Et les tribunaux ont tendance à écouter ce mode de résidence, puisque quand la mère, alors qu'il y a eu une résidence alternée qui a été mise en place, décide de partir, c'est mal vu. De partir dans une autre région, c'est mal vu. Et résultat de la cour, c'est le père, finalement, qui aura la résidence principale. Oui. En punition quelque part. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que l'enfant va être complètement perdu, non ? De la résidence alternée ou de la résidence chez la mère, il passe chez le père, c'est très, très choquant, ça, non ? Ce serait brutal. Les changements de rythme, oui, c'est compliqué à vivre. Alors oui, on voit de plus en plus vers la résidence alternée. Pourquoi ? Peut-être pour des raisons financières, parce que ça évite de payer des pensions, mais aussi parce que les pères, aujourd'hui, s'autorisent de plus en plus à s'occuper des enfants. Et c'est vrai que les jeunes pères, aujourd'hui, ils se sentent pas moins hommes quand ils s'occupent d'un bébé et qu'ils donnent le biberon. Donc, ils s'autorisent davantage ça, parce qu'avant, ils ne le demandaient pas, mais parce qu'ils s'y autorisaient pas. Eux, ils avaient été élevés par leur mère. Ils se disaient, ben non, les mères, elles savent, nous, les hommes, on ne sait pas. Bon, donc, ils s'autorisent beaucoup plus à demander. Et puis, on considère maintenant que l'enfant a besoin des deux parents, autant du père que de la mère. Évidemment, si les deux parents sont compétents et bienveillants. Donc, c'est pour ça que les juges vont de plus en plus vers ça. Et puis, parce que ça donne aussi plus de liberté à la mère, parce qu'autrefois, c'est des mères qui avaient les enfants. Et c'est ce qui expliquait qu'après une séparation, les pères se remariaient très vite, beaucoup plus vite que les mères, qui du coup, avec Alors, des les mères enfants... ne le vivent pas forcément comme ça, parce que, encore une fois, je prends l'exemple du changement de région. Si la mère veut partir, elle se sent bloquée. Si le père veut partir, c'est pareil. Ouais. Si le père veut partir, c'est pareil. La garde revient, mais pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas changer d'école pour l'enfant. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. Donc elles sont davantage liées, en fait, à la personne avec qui souvent il y a un conflit. Et malgré tout, il y a encore un lien qui persiste, mais plus proche qu'elle ne l'aurait imaginé. On reste parents pour la vie. C'est ça. Tout à Donc, il faut bien réfléchir avant de divorcer. Tout à fait. Ou en tous les cas, avant d'avoir des enfants. Et avant d'avoir des enfants. Bon, après, pour l'enfant, s'il peut profiter de ses deux parents, ça peut être une chance. Alors, évidemment, il y a des situations un peu particulières avec des enfants très jeunes, un bébé allaité. A priori, cet enfant doit rester plus longtemps avec sa mère, on est bien dès tout petit, mais qui a ensuite la possibilité, en grandissant, de voir le père plus souvent. Parce que c'est vrai que si on ne voit pas le père les premières années, quand c'est un divorce très précoce, l'attachement, il ne se fait pas. C'est quand même les premières années que l'attachement se fait. Tout à fait. Après, il y a des changements, des fois, qui s'opèrent. C'est-à-dire que quand il y a eu des gardes majoritaires, par exemple chez la mère, vous en parliez tout à l'heure, souvent à l'adolescence, l'enfant a envie de voir comment c'est chez le père. Et donc, demande de lui-même une garde majoritaire, 1 an ou 2, pour voir un peu de l'autre côté. Écoutez, comme vous le disiez si justement, réfléchissons avant de se lancer dans une vie de famille, parce que c'est extrêmement important. Et on sait qu'on est parents jusqu'au bout, même une fois mariés. Moi, j'ai des parents qui viennent accompagner leurs enfants alors qu'elles veulent intenter une procédure en divorce. Donc, le rôle de parent n'est jamais terminé. Tout à fait. Donc, effectivement, il faut réfléchir pour être prêt soi-même. Et si on a des difficultés, je pense qu'il faut travailler là-dessus avant peut-être d'engager ce lien avec un homme avec qui on a des enfants ou une femme avec qui on a un enfant. Après, il y a aussi des séparations qui se passent pas trop mal. Oui, donc les avocats. Alors vous avez raison. Moi, je vois que des séparations qui se passent mal, donc je suis un peu déformée. Mais je pense surtout à ça et j'ai besoin de précision, justement, en cas de séparation conflictuelle, surtout. Oui. Parce que c'est là où votre rôle est extrêmement important, à mon sens. Et je conseille souvent... d'aller voir un pédopsychiatre. Pour moi, c'est la clé de tout qui peut dénouer certaines situations, y compris pour les parents. Bien sûr, pour les enfants, mais les parents peuvent être éclairés aussi pour leur attitude à eux et leur comportement. Alors justement, la place du pédopsychiatre dans ces séparations conflictuelles, elle est difficile parce que nous, évidemment, on aide l'enfant à tenir bon et à se protéger des conflits parentaux.
Mais parfois, évidemment, les parents nous demandent, nous prennent un peu pour les juges ou pour l'avocat et nous disent pique-pan de l'autre pour qu'on fasse alliance avec eux, alors que c'est pas notre boulot. Nous, on est là pour aider l'enfant. Donc, il faut qu'on résiste à ça et qu'on dise bien non, nous, on est neutre, parlez-en avec votre avocat, parlez-en au juge. Nous, on est le soignant de votre enfant pour l'aider à supporter cette période. Et puis les mettre en garde aussi que l'enfant ressent des souffrances et qu'il faut quand même que aussi il prenne soin de lui. Voilà, et ça c'est dur parce que vous le disiez, les parents eux-mêmes dans ces moments-là sont en grande souffrance tout à fait. Donc ont du mal à faire le boulot. Et parfois c'est intéressant d'avoir les tiers. En disant, vous savez, si vous êtes épuisé, vous pouvez mettre l'enfant chez les grands-parents quelque temps pour respirer un peu et mettre un peu l'enfant à l'abri aussi de votre stress. C'est ce que conseille parfois maintenant... non pas les juges des enfants, mais vous savez, quand il y a des assistantes sociales, il y a des intermédiaires, des éducateurs, ils conseillent effectivement de se poser un peu et que l'enfant soit chez un tiers en les voyant pas, ou voilà, et reste un peu à l'écart du conflit. C'est dur pour les adultes aussi, un divorce, c'est terrible. Tout à fait. Enfin, surtout quand il y en a un qui part et que l'autre est encore amoureux, c'est rude. Alors moi, en tous les cas... dans mon exercice professionnel, je conseille fortement que le couple prenne conscience que l'intervention d'un pédopsychiatre est très importante. Et c'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention sur cette utilité indispensable pour que les parents se mettent d'accord pour qu'il aille voir un pédopsychiatre. Parce qu'il faut que les deux soient d'accord, on est bien d'accord. Ah oui, bah oui. Il est là le souci aussi dans mes dossiers, parce que certains ne donnent pas leur accord à des deux. Et je trouve ça dommageable et je trouve ça terrible parce que l'enfant souffre. Il faut bien le signaler en cas de séparation de toute façon. Mais c'est pour ça que le pédopsie ou le psychologue pour enfants doit aussi s'engager à rester neutre et à ne pas faire des certificats contre l'autre parent. C'est ça aussi qui inquiète les parents. C'est la crainte que... Le psychologue se fasse alliance et prenne parti contre oui, mais ça, il faut bien, dès le départ, je pense, dès la première intervention, enfin, en tous les cas, là, vous le dites, il n'y a pas de question de faire alliance. Il doit être neutre, tout comme l'est un avocat qui défend un enfant. C'est bien pour ça qu'un enfant n'a pas le droit de... La mère ou le père n'a pas le droit de prendre un avocat pour l'enfant. L'avocat est désigné par l'ordre des avocats. C'est quelqu'un de neutre qui écoute l'enfant pour l'accompagner, justement, lors des auditions, etc. C'est pas pour rien. Voilà, pour ne pas affoler les parents, ni le père, ni la mère. Voilà. Et l'enfant aussi, finalement, est beaucoup plus libre de sa parole. En tous les cas, je voulais vous remercier, docteur Clerget, de votre présence, de vos éclaircissements. Et je pense que ça peut être très utile pour les parents qui paniquent, qui ne savent pas où ils en sont et ne savent pas à qui s'adresser. Et moi, je dis que mieux qu'un médecin traitant, qui est important, bien sûr, directement aller voir un pédopsychiatre. Merci. Merci.